Au sommaire de ce journal, plusieurs fois annoncé, maintes fois reporté, le barrage de Samandeni, enfin inauguré ce 30 novembre par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, l'aboutissement d'un projet de plusieurs décennies. Et puis, elle fait partie des activités qui seront boostées par le barrage de Samandeni. La pêche a aussi d'autres vertus que les prises de poissons. La plus connue, c'est la patience. L'illustration dans un reportage de Rémi Lambert-Nébier et Edwige Sanou en marge de la compétition de pêche Canne d'Or. Vous allez le voir, on peut attendre plusieurs heures avant de pêcher un poisson. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Son impact sur des activités telles que la pêche, l'élevage, l'agriculture et même le tourisme est déjà considérable, mais il aura fallu attendre plus de 10 années de travaux jalonnés de difficultés en tout genre pour le voir officiellement achevé. Eh bien, sa réception a été à plusieurs reprises reportée. Après moult péripéties, le barrage de Samandeni a été enfin inauguré, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était par le chef de l'État ce 30 novembre. Roch Marc Christian Kaboré a inauguré enfin le barrage de Samandeni. Nous allons y revenir d'ici la fin de ce journal. Et nous poursuivons ce journal pour dire que l'une des activités majeures qui va connaître un bond en avant grâce au barrage de Samandeni, c'est bien la pêche. Et qui dit pêche dit prise de poisson. Mais vous allez le voir dans ce reportage, au-delà du plaisir d'attraper un poisson, derrière l'activité de pêche se cache une autre valeur, la patience. Il faut attendre parfois plusieurs heures sans bouger. Nos reporters Rémi Lambert-Nébier et Edwige Sanou l'ont constaté et l'ont appris à leur dépens en marge de la compétition de pêche Canne d'Or. C'était au barrage de Lumbila ce matin. Nous sommes sur les berges du barrage de Lumbila. Des femmes, des enfants, des vieux et des jeunes. Chacun s'active pour prendre part à la 5e édition de la Canne d'Or, une compétition de pêche sportive. Un joli trophée est mis en jeu. Mais curieusement, il n'est pas l'objet de convoitise. La passion, ce n'est forcément pas aussi ce qui a attiré les uns et les autres à y participer. Le challenge semble être personnel et attrait à des valeurs souvent insoupçonnées de la pêche. Pendant la compétition passée à Koubri, j'ai attrapé un poisson et bon, j'étais vraiment contente. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Et j'ai remarqué une chose aussi pendant que je pêchais, c'est qu'avec la patience, il fallait avoir beaucoup de patience pour pouvoir attraper un poisson. Et vraiment, le poisson, il est un peu il est malin. Donc, il faut vraiment être vigilant et patient. Je me dis, c'est ça, en fait, que je veux cultiver. La patience en moi, que je n'ai pas, que je veux cultiver à travers cette pêche. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée. Et oui, la patience, c'est l'une des premières leçons que donne la pêche. Et durant la compétition, ils seront tous mis à l'épreuve, tant le poisson se montre rare et malicieux. Quand même, 30 à 45 minutes, vous n'avez rien eu d'abord. Mais, comme on vous l'a dit, c'est de la patience. Il faut avoir de la patience quand on a un objectif. Toujours avoir ça en tête et puis avoir beaucoup de patience et puis travailler à ce que ça... Voilà. On est toujours confiant. On est confiant que ça ira. Depuis là, je gagne jusqu'à... Les vers de terre même sont finis. Je vais lui demander... Tu es trop généreuse pour les poissons. Tu donnes trop. Vraiment, je ne comprends rien. Il faut attendre et encore attendre à guetter le moindre mouvement du flotteur en vain. Si bien qu'au bout de 3 heures, certains n'auront eu aucune prise, mais ils repartent avec un autre enseignement, la maîtrise de soi. C'est une activité de loisir. Il faut la mener avec gaieté. Pour quelqu'un qui s'énerve rapidement, s'il pratique la pêche 2 à 3 années, il aura un tempérament modéré parce que la patience qu'il prend pour attendre qu'un poisson vienne mordre le poussera à bien maîtriser sa nervosité. C'est également du sport. Tu passes la journée ici, le soir, tu rentres tout fatigué, mais bien en forme. Aller à la pêche, c'est aller à l'école de la patience.
Et nous avons pu le mesurer nous aussi, de par notre incapacité à capter l'image d'une prise. On aura manqué de la patience à nous focaliser sur un seul pécheur. Voilà, de la patience, mais aussi de l'explication et de la mobilisation. Il va en falloir pour venir à bout du terrorisme. C'est se contenter d'expliquer 3 ministres aux populations de la boucle du Moun après l'appel du chef de l'État à l'enrôlement volontaire. Place maintenant aux missions de sensibilisation. Rémi Lambert-Nébier. Là où résonne le ditanier, l'intérêt supérieur de la nation est toujours en question. Ébranlé par des attaques aux origines et causes inavouées, le chef de l'État burkinabé, après une énième agression, a appelé à la résistance populaire. En face des forces vives de la région de la boucle du Mouhoun, une délégation gouvernementale explique à la population de la région les tenants et aboutissants de ces appels au sursaut patriotique. C'est un appel qui a déjà été, je dirais, pris en main par les forces vives de cette région. C'est un appel, comme vous le savez, qui est un appel à la cohésion nationale, un appel à l'unité nationale, un appel à la cessation de tous les actes qui vont à l'encontre du vivre ensemble harmonieux dans notre pays. Enfin, c'est un appel à la résilience, un appel au courage patriotique des Burkinabés, un appel à continuer à bâtir le pays. Les rives du Mouhoun ont fait écho de ces appels et ont ravivé la fibre patriotique légendaire du Bouaba, du San, du Dafi et autres occupants de la région. Dans la boucle du Mouhoun, on se dit déterminé à faire changer de camp la peur. Nous voulons que l'État, les forces de défense et de sécurité, sous la bannière desquelles tout cela va être organisé, qu'on mette rapidement ces structures en place. En tout cas, nous sommes partants. Nous avons déjà détecté une mission à ce sujet à Ouagadougou pour voir les ressortissants donc, de la province qui sont là-bas. Donc, cette recommandation-là, c'est que maintenant, on a beaucoup parlé, mieux vaut qu'on accélère la mise en place de toutes ces recommandations, ce qui est en tout cas de nature à nous permettre de lancer vraiment, pratiquement, disons, une guerre populaire contre l'insécurité. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Parce que nous avons tous peur. Vous êtes chez vous, on vient vous assassiner. Bon, mais les recommandations, je crois que la paix doit peut-être commencer à changer de camp. Et donc nous avons hâte que cela soit mis en place. Il ne faut pas qu'on pense que c'est le gouvernement seul. Nous sommes là pour qu'on se donne. Donc nous avons plutôt intérêt, s'il faut mourir plutôt les armes à la main, que de mourir donc sur son lit. Les modalités de l'enrôlement des volontaires pour la résistance populaire sont en cours d'élaboration et il s'est agi pour le gouvernement d'expliquer à la population locale qu'il n'entend compter dans les rangs des défenseurs de la patrie que des Burkinabés mus par l'esprit du bénévolat et les vertus de l'intégrité. À Doria, Kaya ou encore à Tinkotogo, l'air est au bilan des actions des comités communaux de contrôle citoyen. Et il faut le dire, d'une ville à l'autre, les résultats peuvent être différents en fonction de divers paramètres, parmi lesquels le contexte sécuritaire. Archimède Boy. Dans un contexte national marqué par une demande sociale de transparence et de redevabilité sur la gestion des biens publics, les acteurs de la société civile en appui aux ONG mènent des activités de sensibilisation sur la participation citoyenne dans la gestion des communes. L'heure est au bilan, notamment dans les villes de Dori, Kaya et Tinkodogo, où ils interviennent. À travers notre première feuille de route, nous apprécions positivement le bilan de notre feuille de route parce que ça nous a permis d'avoir la confiance des populations. À travers nos activités de sensibilisation, nous avons été connus par les populations. Ils ont reconnu la nécessité de la mise en place des CCC et nous avons sensibilisé les populations sur leur rôle dans la cité.
nous avons permis aux populations de se rendre compte qu'ils ne sont pas seulement des habitants, mais ils doivent être acteurs de leur commune, d'où le rôle de citoyen. Du côté de Kaya, la réalité est tout autre. La crise sécuritaire a impacté négativement les activités menées par les comités communaux de contrôle citoyen. Les attroupements ne sont plus permis parce qu'il faut éviter de regrouper les gens parce qu'on ne sait plus qui est qui dans la commune. Chacun se méfie de l'autre. Il n'y a plus une confiance parmi nous. Quand on se regroupe, on ne sait pas qui est qui. Donc, ça fait que pour regrouper les gens et leur donner ces informations pour qu'ils puissent participer au développement de la commune, c'est tout un problème. Voilà pourquoi on voit qu'il y a un impact négatif par rapport à l'avancée de l'insécurité dans la région. Et aussi à la non-disponibilité à temps de nos autorités. Parce que pour des plaidoyers, il faut rencontrer une autorité pour qu'il t'écoute et que tu puisses lui dire ce que tu veux, quitte à ce qu'il donne des propositions. À Dori, c'est la mise en œuvre du projet qui a fait défaut. En termes même de mise en œuvre, nous avons des difficultés, notamment la mobilisation des membres du comité, car il faut aussi le retenir, nous sommes tous des bénévoles, c'est de volontariat. Nous avons nos propres occupations, mais nous participons quand même à la vie de notre cité. Nous avons vu que c'est une nécessité. Nous allons nous approcher des acteurs pour les sensibiliser sur la nécessité et ça va aussi développer quand même le transport interurbain. Le responsable du programme Citoyenneté active et réduction des inégalités se dit satisfait des activités menées par les comités communaux de contrôle citoyen, malgré le contexte sécuritaire difficile. Nous sommes très satisfaits des activités qui sont menées ici. Nous sommes en tout cas contents des résultats qui sont déjà engrangés et nous pensons que c'est un processus. Et le début, en tout cas, est promoteur pour nous et nous pensons que si les 4 CC continuent sur cette lancée, et au bout des 3 ans du projet, nous aurons beaucoup plus de gens sensibilisés et conscients de la nécessité de participer à la mobilisation des ressources au niveau local. Le choix de ces 3 zones d'intervention du projet est stratégique et cela est dû aux différents pôles de croissance dans ces zones. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de cette caravane de presse, recommandations qui seront prises en compte selon les organisateurs. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en cause le rôle des institutions financières dans le développement des pays africains, le Burkina Faso et la Banque mondiale semblent démontrer le contraire. Et pour preuve, un livre a été écrit par la Banque mondiale, un photobook pour illustrer le parfait amour que file cette institution bancaire, le Burkina Faso, depuis maintenant 50 ans. Le livre a été dédicacé ce 28 novembre en présence de plusieurs ministres. Justin Amonto. Fruit d'un travail d'équipe de la Banque mondiale et le Burkina Faso, le livre photobook de la Banque mondiale qui a pour titre « Burkina Faso, relever le défi d'une croissance inclusive » fait l'objet de la cérémonie de dédicace ce 28 novembre 2019 à l'Université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Le photobook qui vient d'être dédicacé rend grâce au travail colossal qui est fait par non seulement les acteurs nationaux dans le cadre donc, des politiques de développement, mais surtout par les acteurs qui viennent de la Banque mondiale, qui est une institution de développement fondamentalement. Et cette manière de rendre public ou de montrer au grand public les réalisations qui sont faites sont illustratives donc, de ces changements-là dans les différents secteurs de l'économie burkinabé, de la société burkinabé. Donc nous ne pouvons donc être que très satisfaits par ce photobook, mais au-delà par les interventions de la Banque mondiale au Burkina Faso, donc depuis plusieurs années, on l'a dit, depuis 1969 au moins, en matière de développement économique et social. Après la présentation du livre par le Dr Draman Konaté, président de la Société des auteurs, le président fondateur de l'Université Aube Nouvelle, Isidore Kini, salue la qualité du produit et le choix du lieu de la cérémonie de dédicace. Devant les ministres, professeurs, invités et étudiants, le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina s'exprime. Le photobook dont vous venez de voir certaines images, autrement dit, c'est un anglicisme pour dire c'est un livre fait d'images légendées selon des thématiques. Il illustre, ce photobook, l'engagement de la Banque mondiale aux côtés du Burkina Faso.
Ce livre est un témoignage de l'exemplarité du partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le Burkina Faso. Un partenariat que nous sommes déterminés à poursuivre et renforcer, et en dépit donc d'un contexte sécuritaire difficile, pour changer le quotidien des populations, de toutes les populations, à travers l'augmentation de l'offre de services sociaux de base, la stimulation d'une croissance durable et inclusive, le renforcement de la gouvernance et des institutions, et surtout le renforcement du capital humain. Les premiers livres dédicacés sont donnés aux ministres en signification de l'excellent partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Et s'il y a un domaine dans lequel les Burkinabés manquent d'enthousiasme, c'est sans doute celui de la culture de l'assurance. Les chiffres sont éloquents. 1% seulement des Burkinabés ont une assurance vie. Et même pour les véhicules, la situation n'est pas plus réluisante. C'est ce que dénonce l'association des professionnels des sociétés d'assurance du Burkina, l'APESAB, qui tire la sonnette d'alarme. Abdourazak Traoré. S'assurer auprès des sociétés d'assurance n'est nullement le seul apanage des plus nantis. Au contraire, les moins nantis devraient plus s'en servir pour préserver le peu de biens dont ils disposent. Les Burkinabés, de façon générale, n'ont pas une bonne culture de l'assurance. Ce sont les chiffres qui parlent. Par exemple, le taux d'assurance vie au Burkina Faso est estimé à 1%. Il appelle auprès de la population afin qu'ils puissent faire preuve de prévoyance en s'assurant, en faisant en sorte qu'ils puissent faire de l'assurance leur préoccupation afin qu'ils puissent quand même essayer au niveau de leur bien, au niveau de leur économie, au niveau de leurs finances, de pouvoir les préserver en cas de sinistre. L'appel devient pressant quand il s'agit des assurances dans le secteur des automobiles. C'est une obligation, voire une question de vie ou de mort, indique l'APESAB, l'association des professionnels d'assurance du Burkina. Le taux de non-assurance des automobiles tourne autour de 40%. Il faut que la situation change, alerte le président de l'APESAB. Une obligation, il ne faut pas s'y soustraire, parce que s'y soustraire ferait de vous un criminel en puissance. Si vous tuez quelqu'un pour lequel il n'y a pas de prise en charge, les dégâts collatéraux sont très importants et on ne pourrait jamais vous comprendre. Donc, ayons la culture et le réflexe de s'assurer. Et c'est un peu l'objet de cette conférence. Un tel cri de cœur ne vise pas des objectifs inavoués, rassure les assureurs, en témoigne le marché des assurances au Burkina Faso. Les sociétés se frottent bien les mains. Les chiffres d'affaires sont en hausse de 13,29%. En 2019, ils s'évaluent à plus de 92 milliards de francs CFA. Le capital social est également passé de 1 milliard à 3 milliards de francs CFA. Plus de 18 000 tonnes de produits alimentaires stockés, plus d'1 milliard de francs CFA de crédit accordés aux producteurs. La méthode dite du warrantage du PAPSA a visiblement été un succès. Tous les acteurs sont unanimes sur les résultats. Producteurs et coordonnateurs du projet. Sandrine Zougouri. 8 années dans la promotion du warrantage au Burkina Faso. 8 années de lutte contre l'insécurité alimentaire, les retombées de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire sont très énormes. De l'indépendance financière en passant par une meilleure gestion des produits agricoles, le projet a tout simplement contribué à améliorer les conditions de vie des producteurs agricoles. Les avantages de ce projet-là, ce n'est plus à démontrer. Parce que grâce à ce projet aujourd'hui, nos femmes sont aidées dans le ménage. Ils arrivent même à prendre en charge la scolarité des enfants grâce aux produits warrantés. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux vous dire aussi qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont pu warranter des produits et ils font l'élevage aujourd'hui avec et ça marche. Et grâce à PAPSA aujourd'hui, nous arrivons à stocker nos produits sans difficulté parce qu'on a eu un magasin PAPSA bien construit et bien équipé. Donc, ce sont ces avantages que nous avons eus. Si le projet est très positif chez les bénéficiaires, ce ne sont pas les responsables du projet qui diront le contraire.
La mise en œuvre du warrantage a permis d'enregistrer 67 systèmes de warrantage dans les zones d'intervention. Le financement nous a permis de mettre à la disposition des acteurs 67 systèmes de warrantage, plus de 500 organisations professionnelles agricoles ont été sensibilisées au warrantage. En termes de produits stockés, plus de 18 000 tonnes de produits ont été stockés et des crédits de plus d'1 milliard ont été obtenus par les acteurs pour permettre aux intéressés de conduire des activités génératrices de revenus. Étant une action qui permet aux promoteurs de disposer de conditions pour accéder au crédit ou pour garantir leur vivre pendant les périodes de soudure, le warrantage est vu aujourd'hui comme une stratégie de survie pour les producteurs. Pour la pérennisation des activités du projet, les bénéficiaires peuvent compter sur la bonne volonté de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale. Et maintenant, cette rencontre entre administration et acteurs privés du secteur de la culture et du tourisme pendant 48 heures. Ils ont discuté autour de la contribution des industries culturelles et touristiques au développement local, surtout dans un contexte de précarité sécuritaire. Des échanges qui ont été assez francs entre Abdul Karim Sango et ses interlocuteurs. Madina Sinou. Technique, et c'est ici que prend fin ce journal avant de terminer cette brève. Une opération déclenchée depuis plusieurs jours par les forces armées nationales dans la zone de Pau, province de Nauru, a produit un résultat. Un chef terroriste et 5 de ses hommes ont été neutralisés et puis un lot d'armements et de munitions ont été également saisis. Une note positive dans la lutte contre le terrorisme, et c'est cette note positive que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h30 pour le 7 Info, l'édition qui revient sur le temps fort de l'actualité de la semaine. Nous aurons un invité de prestige, Luis Marius Ibriga de l'ASEL, c'est l'autorité du supérieur de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, sera notre invité demain à 19h30. Ne le manquez pas. Au revoir.